Bienvenue pour ce soir, pour ce nouveau stream, pour cette nouvelle interview avec un membre du Parlement européen. Vous m'entendez, on est en français ce soir, tout simplement parce que notre invité est français, il est corse même. Donc notre invité ce soir, c'est François Alfonsi du groupe des Verts EFA. Mais c'est le groupe des Verts EFA, mais il appartient pas à Europe Écologie Les Verts en France. Il appartient à un autre parti politique qui s'appelle Région et Peuple Solidaire. Donc on va un peu parler de tout ça, parce qu'il appartient pas à la branche des Verts, il appartient à la partie EFA du groupe Verts EFA. Donc on va en parler. Dans tous les cas, on est à gauche de l'hémicycle dans la politique européenne. Donc François Alfonsi, il est député européen depuis 2019, mais il avait déjà fait un premier mandat comme député européen entre 2009 et 2014. Donc il n'est pas nouveau dans le Parlement européen. Aujourd'hui, il est membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission du développement régional, et il est aussi suppléant en Commission des Affaires constitutionnelles. Et pour donner une petite idée déjà de ce dont on va parler ce soir, dans ces commissions, il travaille notamment au renforcement des autorités régionales, évidemment la question des îles, vu qu'il vient de Corse, et la défense des minorités. Avant qu'on se lance dans l'interview en elle-même, rappel des règles comme d'habitude pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux avec nous ce soir. Donc Monsieur Alfonsi va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi il ira profiter de sa soirée, et vous devrez quand même rester ici parce qu'on va faire un petit débrief pendant une demi-heure pour discuter de ce que vous avez pensé de l'interview, répondre à vos questions, moi donner des éléments de contexte supplémentaires s'il y a matière, et d'une manière générale, papoter. Comme d'habitude, moi j'ai préparé mes questions pour Monsieur Alfonsi, vous avez le chat pour suggérer vos questions bien évidemment et réagir, donc n'hésitez pas, utilisez ça, c'est fait pour ça. Je garderai un œil là-dessus, mais comme d'habitude, faites ça dans la bonne humeur et sans spammer. Et bien évidemment, comme on est une chaîne sur la politique européenne, on va parler de politique européenne, donc on ne parlera pas de politique nationale, sauf si c'est lié d'une manière ou d'une autre à la politique européenne. Et sur ce, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, et je suggère qu'on se lance tout de suite dans cette interview. Bonsoir François Alfonsi, bienvenue, merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Donc vous m'avez entendu faire ma petite introduction pour dire qui vous êtes, quel est votre profil. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié que vous voudriez ajouter avant qu'on se lance dans l'interview en elle-même? Non, je crois que vous avez bien résumé les choses. Moi, je suis au Parlement européen, effectivement, en tant qu'élu de la Corse. J'étais longtemps conseiller territorial. Nous sommes une fédération, Région et Peuple Solidaire, qui nous regroupe entre Corses, Bretons, Alsaciens, Occitans, Basques, Catalans. Et cette fédération a passé des accords politiques avec les écologistes, et c'est comme ça que j'ai été élu au Parlement européen. Justement, commençons par parler de ça. Comme on l'a dit, vous venez de la branche EFA des Verts. Donc du coup, est-ce que déjà vous pouvez commencer à expliquer c'est quoi l'EFA? Il y a qui dedans dans cette partie EFA des Verts? L'European Free Alliance est une formation qui existe au Parlement européen depuis que le Parlement européen a été élu au suffrage universel depuis 1979. Donc il y a toujours eu des députés dits régionalistes, souvent catalans et basques. Aussi, quand le Royaume-Uni était encore en Europe, écossais et gallois. Et épisodiquement, j'ai eu un prédécesseur corse, j'ai été élu donc à 2 reprises. Il y a aussi des élus qui viennent de Galice, il y a des élus qui viennent d'autres régions. Voilà, c'est les régionalistes. Alors nous avons aujourd'hui 5 députés dans notre sous-groupe, je dirais, qui participent au groupe de 72 députés que forme le groupe Vert ALE, où il y a aussi une autre composante qui sont le Parti Pirate, qui a 4 élus au Parlement européen, qui est aussi rassemblé avec le groupe ALE. Et du coup... Vert ALE, pardon. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que moi, j'utilise l'appellation anglophone, mais effectivement, normalement, en français, c'est Vert ALE. Et du coup, même si vous êtes dans le même groupe politique que les Verts, qu'est-ce qui vous différencie, en fait, par rapport aux Verts, on va dire, classiques, par rapport à Europe Écologie Les Verts, par exemple? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez une approche assez différente d'eux, ou vous êtes quand même très compatibles en termes de ligne? Structurellement, nous sommes 2 partis politiques différents. C'est une alliance politique qui nous met ensemble. L'Alliance libre européenne est un de la douzaine de partis politiques européens officiels qui sont reconnus par les instances européennes. Et les Verts, bien sûr, ont leur parti des Verts européens qui est plus puissant, plus grand que le nôtre, mais nous avons une structure séparée. Maintenant, ce qui nous unit, c'est que nous sommes trouvés élus régionalistes et élus écologistes au Parlement européen avant que les élus écologistes aient le succès qu'ils aient aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés parce que nous partageons des objectifs et des valeurs communes. Et ça nous a amené à faire un groupe. Et depuis plus de 20 ans,
ce groupe est au Parlement européen, reconduit à chaque mandature, et des liens très très forts se sont noués, je crois, et pour ce qui est de la LE, et je pense pour ce qui est des Verts aussi, le mariage continuera probablement lors de la prochaine mandature. D'accord. Alors, maintenant, dans vos activités au Parlement européen, vous êtes notamment en commission régie, commission des affaires régionales, du développement régional. Et il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez fait adopter votre rapport en commission régie, qui est un rapport qui demande la mise en place d'une stratégie européenne sur la Méditerranée. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être déjà commencer par nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il faudrait une stratégie européenne de la Méditerranée et comment vous voyez un peu cette éventuelle stratégie? Bon, d'abord, la Méditerranée, c'est un espace fondamental pour l'Europe, qui est pour moitié la rive nord est sous responsabilité européenne. Donc, l'Europe doit avoir une politique pour la Méditerranée, c'est indispensable, et d'autant plus indispensable que c'est un espace qui connaît une régression importante, notamment au plan écologique. La politique, la Corse peut être parfaite, mais elle sera toujours tributaire de ce qui se passera dans les autres régions de Méditerranée. Donc, c'est une politique collective qu'il faut essayer de promouvoir, et je pense que l'Europe doit être fer de lance de cette politique pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle a la responsabilité de la rive nord. La seconde, parce qu'elle a une tradition de coopération interrégionale et de coopération entre États qui évidemment est incomparable avec ce qui se passe dans la rive sud. Et ensuite, elle a des moyens financiers, des moyens organisationnels, des moyens structurels qui sont forts, et elle ne peut pas rester inactive plus longtemps quand on constate, pour les 110 millions d'Européens qui vivent en Méditerranée, une dégradation constante des milieux naturels, le recul des arbres de Posidonie, la disparition d'une bonne partie de la biodiversité, l'activité humaine qui est de plus en plus impactante, car il y a de plus en plus d'habitants, il y a de plus en plus de tourisme, et donc d'impact de ces activités touristiques sur le milieu naturel. Donc il y a beaucoup de politiques en termes de gestion des déchets, en termes de gestion aussi du réchauffement climatique. Vous savez que la Méditerranée aujourd'hui, d'après les cartes fournies par les scientifiques, est l'espace d'Europe où l'impact du réchauffement climatique va être le plus fort. Donc il va y avoir des conséquences à anticiper, et il faut aider toutes les autorités étatiques et régionales avec une stratégie macro-régionale européenne qui soit capable de mettre en place les coopérations et les initiatives qui permettront à la fois d'arrêter la dégradation que l'on constate. Moi, j'ai été député il y a 10 ans, je suis aujourd'hui, et je constate qu'entre-temps, eh bien, il y a de plus en plus de pollution dans les ports, il y a de plus en plus de destruction des milieux naturels, il y a de plus en plus de problèmes de pression anthropique sur les milieux, et rien n'avance de façon coordonnée et collective. Et je ne pense pas qu'il y ait de solutions qui appartiennent à l'Italie seule, ou à l'Espagne seule, ou à la France seule, ou à la Corse seule. Les Mhm. solutions, elles sont forcément collectives et européennes. Et du coup, voilà, vous l'avez dit, vous êtes corse, vous êtes sur une île, et évidemment la question des îles vous occupe particulièrement au sein de cette commission du développement régional. On a déjà eu l'occasion sur la chaîne de parler un peu de la politique régionale et de la question des îles, notamment au travers de votre collègue Younous Omarjee, qui est président de la commission des affaires régionales, et notamment de la question des dom-toms. Est-ce que, si on regarde par exemple, quand on pense aux îles, on pense plutôt aux îles Caraïbes, etc. Est-ce que il y a une spécificité de l'île Corse par rapport aux autres espaces d'outre-mer, par exemple? Ou est-ce que c'est à peu près les mêmes problématiques, quel que soit le type d'île? Disons, les îles ont des problèmes en commun. Le principal, évidemment, c'est d'être des espaces restreints par la géographie, et d'être aussi des espaces déconnectés par le fait de la coupure maritime qui fait que les transports nécessitent des ruptures de charge, les activités économiques sont fortement handicapées par cet éloignement des marchés principaux, etc. Donc toutes les îles ont cette donnée-là générale. Et ensuite, s'y ajoute, pour ce qui nous concerne, c'est que l'Europe a eu une approche des îles à trois niveaux. Un premier niveau, ça a été les îles très éloignées, à plus de 1000 km des côtes européennes, donc les régions ultrapériphériques, et ils ont décidé d'un régime qui est assez favorable, qui permet à ces territoires d'avoir dans l'Union européenne un partenaire très sérieux pour leur développement. Ensuite, il y a les très petites îles, l'île d'Ouessant, l'île de Porco, Pantelleria au large de la Sicile, etc. Ces petites îles qui sont souvent incapables de
d'avoir une économie suffisante pour gérer des problèmes aussi fondamentaux que d'avoir de l'eau, par exemple, ou traiter les ordures ménagères, être capable. Donc là-dessus, ils sont dépendants d'une collectivité continentale qui est proche, et ces collectivités peuvent être aidées dans le cadre de programmes européens. Et pour ce qui est au milieu, c'est-à-dire la Corse, la Sicile, la Sardaigne, les Baléares, pour l'espace de la Méditerranée occidentale, mais aussi des îles comme la Crète, etc., dans d'autres espaces, ce qui est au milieu n'est pas du tout pris en considération. C'est-à-dire que la Commission estime que ces îles ne sont pas assez éloignées et ni tellement handicapées par leur taille pour être prises en considération par des politiques spécifiques. Et donc le travail que l'on a fait avec Younous Omarjee, effectivement, c'est un rapport au sein du Parlement qui remet en cause cette approche pour dire attention, nous sommes dans des espaces qui aujourd'hui connaissent une dégradation très très forte de leurs conditions économiques. Depuis 25 ans, la seule activité qui a prospéré dans nos économies insulaires, en gros, c'est le tourisme. Et si on se projette dans 25 ans, il n'y aura plus que le tourisme, parce que les autres activités économiques subissent de plus en plus des conditions concurrentielles qui ne leur sont pas favorables. On n'imagine pas un investisseur international s'installant en Corse. Il ira à Francfort, il ira à Paris, il ira éventuellement à Lyon, mais il sera toujours attiré par les grandes métropoles. Donc, ce développement-là n'est pas pour les îles. Et ensuite, chaque producteur qui sur une île mène une activité économique le fait avec des handicaps cumulés. Le handicap de l'insularité, bien sûr, donc les surcoûts des transports. Et par exemple, une entreprise qui transforme des matières premières, quand elle est en Corse, est obligée de faire des surstocks. Elle a une politique de recherche des compétences pour mener son activité économique qui est plus coûteuse. Et quand elle va chercher un marché extérieur, c'est tout de suite plus coûteux parce que le marché extérieur nécessite de prendre l'avion ou le bateau pour être démarché. Et ça entraîne évidemment des coûts de gestion qui sont plus forts. Donc on dit à la Commission, regardez, donc il y a des études qui ont été menées par des universitaires et qui évaluent l'ensemble cumulé de ces surcoûts environ 10% de l'acte de production. Donc, si vous gardez ce surcoût pendant une longue durée, eh bien, petit à petit, les activités de production s'étiolent et disparaissent, sont remplacées par de l'importation de produits fabriqués ailleurs, et l'économie insulaire se trouve réduite à une monoactivité touristique qui est dévastatrice à la fois pour le tissu économique, mais aussi pour le tissu culturel, pour le tissu humain, tout simplement. Il faut une société a besoin d'une activité diversifiée, d'une activité pérenne tout au long de l'année. Le tourisme ne doit pas être la seule activité promise à des gens qui vivent et travaillent dans une ville. Et du coup, bien que du coup, vous dites que la Corse n'a pas un régime particulier en tant qu'île parce qu'elle n'est pas assez loin, elle n'est pas assez défavorisée économiquement pour avoir pour le moment une telle aide, est-ce qu'il y a malgré tout, enfin, dans quelle mesure la Corse bénéficie de l'Europe? Est-ce qu'il y a des choses où la Corse a un intérêt direct, bénéficie directement de l'Europe, que ce soit par des fonds européens spécifiques ou autre? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence en termes de bénéfices européens d'être en Corse par rapport à être en métropole? À vrai dire, la Corse est traitée comme une région continentale. Elle est une des régions d'Europe qui, bien sûr, a droit à la répartition des fonds européens. Vous savez que il y a des règlements que nous fixons au Parlement pour dire voilà tel type d'activité, le développement durable, etc. sont éligibles aux fonds européens. Ensuite, il y a une dotation étatique par État qui est définie par la Commission. Et au sein de chaque État, c'est les autorités nationales qui répartissent entre les différentes régions et en fonction des programmes que ces régions soumettent, les fonds européens. Bon. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes dans la répartition. Ce qui nous manque, ce n'est pas à la limite de ce problème d'enveloppe. Le problème qui est posé, c'est des problèmes d'éligibilité des dossiers. Nous disons, par exemple, le régime des aides d'État, le désenclavement, qui sont des fonctions fondamentales. Quand vous quittez une île, vous le faites forcément en bateau ou en avion, vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, vous le faites avec des coûts qui sont importants, et cette connexion entre les populations insulaires et le reste de l'Europe est quelque chose de vital et d'important. Donc, quand on développe des projets autour de ça, on
on n'arrive pas à faire prendre en compte, par exemple, le côté service public que cela représente. Et donc, on va nous dire, mais regardez, la concurrence des compagnies, très bien, mais nous, ce que l'on cherche, c'est un service public, et les questions de la concurrence viennent après. Il faut bien sûr que ce service soit compétitif et qu'il ne soit pas mal administré, mais l'important, au départ, c'est que le service existe pour que les habitants des îles puissent se trouver dans des conditions acceptables pour mener leur activité économique et même leurs activités familiales et leurs relations avec le reste des régions habitées de l'Europe. Et ça, on n'arrive pas à le faire prendre en compte, si vous voulez. On est, D'accord. ou du moins, c'est très difficile. L'Europe a mis un certain temps à admettre qu'il y a un tarif résident, par exemple, pour les vols aériens. D'accord. Mais c'est important pour que les habitants puissent aller et venir le plus facilement possible. Mmh. Et quelqu'un dans le chat, soulève la question de l'Europe de la Méditerranée, l'Union euro-méditerranéenne. Est-ce qu'il y a quelque chose où, il y a un rôle qui peut être fait par cette Union euro-méditerranéenne, ou c'est quelque chose qui n'apporte rien de plus, à l'équation? L'Union pour la Méditerranée a été promue au milieu des années 2000-2010 Mmh. avec l'idée, évidemment, d'avoir des initiatives politiques qui permettraient d'abord d'étendre un peu la situation et d'introduire un certain nombre de politiques qui seraient favorables à tous. Bon. L'évolution des choses n'a guère été favorable. Et quand on fait le tour des situations, on voit qu'en Méditerranée orientale, il y a des difficultés croissantes, notamment au Liban. On voit que la relation avec la Turquie, c'est plutôt compliqué que facilité. Et on voit aussi que entre Algérie et Maroc, par exemple, aujourd'hui, les tensions sont fortes et sont guère favorables. Et cela amène les autorités européennes à une sorte de position attentiste. Et le propos du rapport que j'ai présenté, c'est justement, c'est de dire à partir du moment où si on attend que les choses se débloquent, bien on risque d'attendre longtemps. L'Europe, elle a un rôle moteur, elle a un rôle leader. D'abord, c'est sa responsabilité. La Méditerranée, elle ne peut pas être indifférente à ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'Européens qui y vivent et c'est très important pour eux. Il y a de grands problèmes qui s'annoncent. Le problème des incendies, par exemple, avec le réchauffement climatique, va être de plus en plus grave. La protection des herbiers de Posidonie, qui sont le véritable trésor écologique de la Méditerranée, est en question. Et il y a des pratiques notamment de grande plaisance qu'il faut réussir à réguler tous ensemble. Et tout ça, ça nécessite un engagement. Les choses ne peuvent pas avancer en attendant qu'elles avancent toutes seules. Et la responsabilité de l'Europe, car elle a la force de coordination et la force d'impulsion, c'est vraiment d'engager quelque chose. Alors, il y a une méthode qui a été mise en place en mer Baltique pour la première fois, qui était une stratégie macro-régionale, qui permet à la fois de coordonner les États et les régions européennes et aussi d'adjoindre à la dynamique commune. Par exemple, dans le cas de la mer Baltique, c'était la Norvège et c'était même été jusqu'à la Russie. Bon, Donc on n'est pas en quelque chose de nouveau, enfin, je veux dire, il y a déjà des initiatives voilà, similaires qui il y a existent à quelque Baltique, chose, donc autant faire la même chose dans la mais Méditerranée. voilà. Et je pense que plus on tarde à s'engager, moins on fera face aux évolutions qui sont quand même très préoccupantes que l'on connaît aujourd'hui. Pour rester un peu dans la question des développement régional, mais aussi pas que, hein, on va dire d'une manière un peu plus générale, quelque chose sur lequel vous vous battez, c'est le renforcement du rôle des autorités régionales, particulièrement quand elles ont des pouvoirs législatifs, notamment comme c'est le cas en Corse. Comment est-ce que ça marche et jusqu'où il faut aller dans ce renforcement des autorités régionales? Mais c'est à la fois du pragmatisme et parce que, par exemple, pour revenir sur la Méditerranée, il ne vous aura pas échappé que deux des principales capitales concernées, Madrid et Paris, ne sont pas des villes méditerranéennes. Bon. Et donc, on est souvent loin des préoccupations de ceux qui vivent à Paris ou qui vivent à Madrid quand on est en Catalogne. Voilà. Donc, déjà, ça permet aux gens concernés, à partir des régions où ils vivent, d'avoir davantage à la fois voix au chapitre et capacité de s'engager. Donc plus le pouvoir régional est reconnu, plus il est associé aux politiques qui sont mises en place, plus on a de chances de voir les gens réellement concernés s'engager et pousser les politiques dans le bon sens en y mettant toute l'énergie nécessaire. Donc ça, c'est un peu la philosophie des régions. Et ensuite, il y a un problème qui est un problème de peuple. Bon, il y a des peuples différents en Europe et qui
grâce à la construction européenne, réussissent à coopérer malgré les barrières linguistiques, malgré les différends historiques qui peuvent avoir existé et qui ont été particulièrement graves certaines fois. Et certains de ces peuples, je pense au peuple basque, au peuple catalan et bien sûr au peuple corse, ont fait l'histoire de l'Europe et ces peuples aspirent à être dans l'agenda du futur de l'Europe. Ils ne veulent pas en être exclus. Et pour cela, il faut qu'ils aient une reconnaissance. Donc, cette question de la reconnaissance des peuples non étatiques est une question qui est une question réelle qui se pose à de nombreux citoyens et dont ils veulent voir l'Europe le prendre en compte. Et en utilisant l'échelon de la région, on peut essayer d'aller de l'avant sans pour autant contester la réalité des États. Alors, je reviens un petit peu après sur cette question des nations non étatiques, des peuples non étatiques, comme vous les appelez. Toujours pour rester un peu sur cette question de l'échelon régional et notamment du renforcement de leur pouvoir, quelque chose qui avait, moi je me souviens à l'époque, j'étais au Parlement, qui avait beaucoup frustré beaucoup de gens, c'était le fameux épisode de l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Canada qui s'était retrouvé bloqué par le Parlement régional wallon qui avait refusé de soutenir cet accord. Pour vous, c'était normal, il n'y a pas d'anomalie à ce qu'un Parlement régional puisse bloquer tout un processus européen, ou est-ce qu'il y a un juste milieu à atteindre? Comment vous analysez, pas nécessairement cet exemple précis, mais on va dire un cas où il y aurait des parlements régionaux qui auraient un fort pouvoir, notamment sur les questions européennes. Mais oui, je pense qu'il y a des politiques européennes qui sont forcément liées aux compétences des États, mais toutes les politiques européennes ne sont pas liées aux compétences des États. La Belgique en est un exemple. Il n'y a pas de ministère belge de l'agriculture, par exemple. Et quand il y a un sommet européen sur l'agriculture, c'est soit le ministre wallon, soit le ministre flamand qui représente la Belgique, puisque l'agriculture sont des compétences régionalisées. Donc, quand les compétences sont au niveau des régions, il est normal que ce soit les régions qui discutent. Et dans ces domaines-là, et nous souhaitons que d'autres domaines puissent être pris en compte, il y a, alors, est-ce que c'est le Parlement wallon à abuser, je dirais, de cela? Je ne le crois pas. D'abord parce que la Wallonie est beaucoup plus grande que certains États de l'Union européenne. Chypre, Malte et d'autres sont bien moins puissants économiquement et politiquement que nous le sont. Et ensuite, parce qu'ils ont soulevé un problème qui intéressait beaucoup de monde en Europe, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que l'on voyait? On voyait que les États étaient pour ces accords économiques internationaux pour des raisons de macroéconomie et en gros, en raison des lobbies qu'ils connaissent de la part des grandes structures du CAC 40 et des grandes choses, c'est que en fait les régions, eux, voulaient défendre des produits du terroir, voulaient empêcher que l'on fabrique du parmesan à Ottawa, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. L'enjeu de ces accords, c'est que il s'agit de faire en sorte que l'économie européenne, et notamment son volet régional, c'était la préoccupation du Parlement wallon, c'était que soit bien pris en compte et bien défendu. Et on estimait évidemment que ce n'était pas le cas dans le cadre de cet accord qui avait été conclu au profit d'intérêts qui sont d'intérêts des multinationales, on va dire. Cette fois, parlons un peu des peuples, des peuples non étatiques, non nationaux. Un sujet sur lequel vous travaillez, c'est la question de la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination. Évidemment, quand on pense à ça au niveau européen, l'exemple qui est en tête, c'est celui de la Catalogne, qui avait notamment organisé ce référendum illégal en Catalogne il y a quelques années. En tant que régionaliste, compte tenu de la situation, de la position corse, etc. Comment est-ce que vous avez analysé, comment vous avez perçu cet épisode du référendum catalan qui était considéré comme illégal et qui a mené à tout un tas de débats, toujours encore aujourd'hui au Parlement européen et au-delà? Oui, donc la question n'est pas réglée. La façon dont les choses se sont passées n'ont pas permis d'arriver d'abord ni à la conclusion que souhaitaient les indépendantistes catalans, puisqu'ils souhaitaient l'indépendance, mais on n'en est pas encore rendu, et loin s'en faut quand on entend les débats sur les travaux du Parlement, à une acceptation par le reste des hommes politiques espagnols de la réalité du peuple catalan. Et le peuple catalan, c'est une réalité historique. Il se trouve que
Il y a eu, durant les années du franquisme, une répression féroce qui a mené beaucoup de problèmes. Ensuite, il y a eu la démocratisation qui est intervenue en Espagne, mais l'Espagne n'a pas tout à fait rompu non plus avec son passé franquiste. La Corse en France, nous le sommes placés pour savoir que la France n'a pas rompu non plus avec sa tradition jacobine et qu'il est très difficile. Bon, il y a 8 jours, il y a un tribunal qui est venu expliquer que des délibérations de l'Assemblée de Corse étaient illégales parce que certains des orateurs lors des débats avaient parlé corse. Bon, c'est quand même une position très très violente de dire à des gens vous êtes en Corse, vous parlez corse et c'est illégal. On parlait corse en Corse bien avant que la Corse soit française. La langue corse a sa place en Corse de façon naturelle et démocratique, logique. Et donc, on observe des attitudes de ce type, et ces attitudes de ce type s'observent en Espagne aussi, car il y a dans l'appareil judiciaire, dans l'appareil policier, des traditions qui reviennent de loin et qui sont extrêmement répressives, et de la même façon que dans l'appareil français, cette décision le montre, il y a vraiment un comportement jacobin qui amène des décisions que, pour ma part, je considère très violentes, à vrai dire. Bon, donc, on est dans cette situation. Donc, on cherche à sortir de cette situation par le haut, c'est-à-dire les Catalans veulent être maîtres de leur destin. Ils ont négocié un statut d'autonomie renforcé qui a été annulé par décision de la Cour suprême espagnole. Ça a produit un engrenage revendicatif qui a été sur plusieurs années et dont l'aboutissement a été le référendum de 2017, durant lequel, malgré tout, plus de 2 millions de Catalans, malgré la répression, malgré la police, malgré les difficultés, malgré le piratage des systèmes Internet par les services de l'État espagnol, enfin, dans des circonstances extrêmement difficiles, il y a plus de 2 millions et demi, 2 millions et presque 2 millions 100 000 Catalans qui sont descendus voter et qui ont affirmé leur volonté d'être reconnus comme catalans au sein des institutions européennes et d'être admis à débattre et à participer à leur destin. La Pour loi autant, enfin, espagnole. je me permets juste de vous interrompre parce que on touche à un point qui est intéressant, c'est ce qui a posé débat et qui a fait précédent avec cet épisode du référendum catalan, c'était la méthode, le fait que la Catalogne, indépendamment de ses aspirations et de l'éventuelle légitimité démocratique du scrutin, etc., a agi de manière illégale en faisant unilatéralement un scrutin. Et on a vu après, ma question c'est, est-ce que quelque part, de votre point de vue, en optant pour cette approche d'imposer un référendum contre la loi espagnole, euh, les Catalans, les régionalistes catalans ne se sont pas tirés une balle dans le pied vis-à-vis de l'extérieur, qui ont vu ça comme une activité illégale, et ensuite ça a fait précédent, puisque par exemple en Écosse, après, on a vu un peu les indépendantistes écossais dire on ne fera surtout pas la méthode, la méthode catalane pour notre indépendance. Oui, il est clair que la question n'est pas résolue, que donc Oui, c'est ce sûr. référendum n'a pas apporté les réponses que ni les Catalans, ni d'un autre côté les Espagnols, par le refus, souhaitaient. Ça crée quand même une situation politique problématique. Les dirigeants catalans qui ont été finalement n'ont tué personne, n'ont même menacé personne, et se sont comportés avec nous les connaissons bien, puisque Oriol Junqueras était député européen quand j'étais dans mon premier mandat, et nous siégeons ensemble. Ce sont des gens parfaitement démocratiques, respectueux et tout à fait démocrates. Et ils ont été condamnés à 13 ans de prison. Mm. 13 ans de prison, c'est une peine à la turque. En Europe, on ne voit pas des activités politiques réprimées de façon si forte, si ce n'est à Ankara quand il s'agit d'attaquer les opposants de M. Erdogan. Donc, quand au sein de l'Europe, on a une répression politique qui s'inspire de régimes comme le régime turc, il faut quand même se poser quelques questions. Et d'ailleurs, l'Europe s'en pose. Preuve en est que M. Puigdemont siège au Parlement européen aux grandes dames des autorités espagnoles qui voudraient le mettre en prison. Alors, s'il y a eu 13 ans pour Oriol Junqueras, on peut estimer que Carles Puigdemont, on lui promet 15 ou 17 ans de prison, puisque c'était lui qui était le président, l'autre était vice-président. Donc, on va le charger bien davantage. C'est des peines qui sont des quantums de peine qui sont tout à fait préoccupants, bon, et qui doivent interpeller tous les démocrates européens. Comment peut-on, pour une action politique, même si elle n'a pas, si elle a enfreint la Constitution espagnole, arriver à une répression aussi forte
car ces gens-là n'ont fait qu'exprimer la volonté d'un peuple, et ce peuple les a suivis dans les urnes, ne l'a pas suivi dans d'autres sujets que des comportements démocratiques. Voilà, donc ça c'est très important, c'est des problèmes qui sont latents, qui ne sont pas réglés et qu'il faudra régler. Les autorités catalanes et le peuple catalan aujourd'hui n'est pas satisfait de sa situation institutionnelle, et il faut trouver un moyen au moins de restaurer le dialogue avec eux. Une autre question, dernière question sur ce sujet des indépendances, c'est, ce qu'on a appelé à Bruxelles, la doctrine Prodi, la politique Prodi quand il s'agit des indépendances. C'est-à-dire le scénario dans lequel, s'il y avait une région, qui faisait sécession par rapport à un État européen, donc admettons si la Catalogne avait, été devenue indépendante, de l'Espagne, elle aurait perdu son statut de membre de l'Union européenne, elle aurait dû recommencer de zéro tout le processus pour rejoindre l'Union européenne. Est-ce que c'est une doctrine avec laquelle vous êtes d'accord, ou par défaut, une région qui aurait été dans l'Union européenne avant devrait rester dans l'Union européenne, même si elle venait à faire cession de manière légale, on va dire, pour simplifier les choses? Oh, c'est un raisonnement spécieux. Bon, imaginons que le référendum de la Catalogne conduise à l'indépendance de la Catalogne. Vous avez 7 millions de personnes qui vivent dans les lois et règlements de l'Union européenne avant, et qui veulent y vivre toujours dans les lois et règlements de l'Union européenne après. Bon, rien n'est changé, ni la construction économique, ni la construction de la démocratie locale. On ne serait pas avec une situation où il y aurait je ne sais quelle révolution dans le comportement et dans les composantes de la société catalane. La seule chose qui aurait changé, c'est les niveaux de souveraineté, puisque le gouvernement catalan, à ce moment-là, aurait eu à prendre place aux côtés des autres gouvernements européens. Alors, l'autre élément, on dit, bah, après, tout le monde va faire ça. En réalité, très peu de cas sont concernés. Il faut qu'il y ait un peuple qui ait une histoire bien établie, il faut qu'il y ait une majorité qui revendique l'indépendance de façon durable. Bon, il faut ensuite une procédure qui le démontre de façon irréfutable. Allez, ça concerne la Catalogne, ça concerne le Pays Basque, éventuellement la Flandre, et encore en Flandre, le parti qui pourrait être de même nature n'est pas aussi engagé sur un agenda indépendantiste, et de toute façon, il est majoritaire relatif, je dirais. Tandis qu'en Catalogne, les indépendantistes, c'est arrivé une majorité absolue de sièges et même de voix dans les dernières élections. Donc, ça fait 2-3 situations sur lesquelles il faut régler. Alors, où l'État concerné, en l'occurrence l'Espagne, la Grande-Bretagne, font des propositions qui permettent à ces Catalans et à ces Basques, par exemple, de dire nous pouvons accepter une co-gestion avec l'État historique, qui est celui qui a été au sein duquel nous sommes, mais il faut faire des propositions, il faut accepter le dialogue, il faut aller de l'avant. Ou alors les gens sont tentés par les solutions de rupture. Et si les solutions de rupture s'imposent, bon, elles s'imposent. Hein, aujourd'hui, on a une guerre en Ukraine, elle s'est imposée. Il faudra bien faire avec. Et je crois qu'en n'anticipant pas et en ne dialoguant pas, on se prépare plutôt à avoir des problèmes de plus en plus compliqués à régler avec le temps. Au-delà de cette question-là, et on y touche un tout petit peu, c'est la question la question des minorités. La question des minorités en Europe, et on va commencer par en Europe. Au-delà de la question des indépendantistes, etc., comment vous analysez le traitement des minorités au sein même de l'Union européenne? L'Union européenne a une approche qui est inclusive et compréhensive. C'est-à-dire qu'il y a la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, des textes fondamentaux qui sont au Conseil de l'Europe ou qu'ils soient auprès de l'Union européenne, qui sont placés de façon assez élevée dans la hiérarchie des textes fondamentaux qui forment les valeurs communes de l'Union, puisque, par exemple, la Charte européenne des langues régionales et minoritaires fait partie des critères de Copenhague. C'est-à-dire que n'importe quel nouvel État qui adhérerait à l'Europe a été et serait obligé de la ratifier. Mais la France ne l'a pas ratifiée et refuse de la ratifier. Si bien que les États qui sont réticents, hein, je prends l'exemple de la Roumanie qui a toujours été réputée pour être
un régime étatique assez très très centraliste. Elle disait mais qu'est-ce que vous allez nous faire, nous engager sur cette convention alors que la France ne l'a pas fait. Bon. Donc vous ne montrez pas l'exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut s'attendre d'un État comme l'Espagne qu'il agisse autrement que comme il le fait, par des peines de prison démesurées, par l'envoi de policiers pour empêcher la tenue de bureau de vote, etc. On est quand même, par exemple, on se tourne vers la Hongrie aujourd'hui et on dit à M. Orban, vous avez des attitudes qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de l'Europe. Bon, est-ce compatible avec les valeurs de l'Europe d'avoir un certain nombre de comportements et peut-on voir ça à deux vitesses, c'est-à-dire être très sévère avec la Hongrie et très tolérant avec l'Espagne. Ça me semble impossible. Ensuite, il y a une autre attitude au niveau de l'Europe que je conteste fortement, qui consiste à dire ah mais c'est pas nos compétences. Alors quand vous dites c'est pas nos compétences en matière de santé par exemple, bon, d'abord vous le dites, et puis quand la pandémie arrive, vous faites autrement, parce que vous considérez que vous ne pouvez pas faire autrement, et que c'est le bien des citoyens qui s'impose. Donc le discours dogmatique par lui-même n'a pas de sens. Mais quand vous l'appliquez aux langues régionales, par exemple, ce discours, c'est ce qui a été fait. Vous savez qu'il y a eu l'initiative citoyenne européenne du Minority Safe Pack, donc qui a rassemblé plus d'1 million de signatures en Europe, qui est arrivée, qui s'est traduite par une motion du Parlement européen qui était très très largement votée, et la Commission européenne a opposé une fin de non-recevoir en disant c'est pas de nos compétences. C'est quand même particulier parce que Est-ce que juste pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que ce Minority Safe Pack, est-ce que vous pouvez juste résumer en deux trois phrases qu'est-ce que c'était en fait ce Minority Safe Pack, donc effectivement cette ICE. Une grande ONG qui est la FUEN, qui est une ONG spécialisée dans la défense des minorités, dans la défense des identités régionales, a lancé donc une initiative citoyenne européenne. C'est une procédure ouverte aux citoyens depuis le traité de Lisbonne, qui permet, s'ils sont 1 million, répartis de façon à peu près égale entre différents pays, d'imposer la venue à l'ordre du jour d'une question. Et donc le Military Safe Pack comportait 9 mesures proposées pour qu'elles soient adoptées par l'Europe pour renforcer la protection et la promotion des cultures régionales et des cultures minoritaires. Donc voilà. Et quand ça arrive devant le Parlement européen, donc c'était la première des initiatives citoyennes européennes qui avait réussi le challenge d'organiser et d'obtenir toutes ces signatures. Le Parlement s'en saisit, il y a donc une audition qui est prévue par la loi. Ensuite, le Parlement peut décider de délibérer ou pas, ce que le Parlement a fait, dans le sens des préoccupations et des demandes de cette initiative citoyenne européenne. Et ensuite, la Commission doit répondre. Elle doit répondre et dire voilà, de cette proposition, qu'est-ce que je fais? Et la réponse de la Commission, c'est 1, c'est pas des compétences, et 2, on fait déjà beaucoup. Alors qu'il ne s'est rien passé en 10 ans. Hein. Bon. Et c'est une réponse, donc une fin de non-recevoir qui est faite. Et ce que je voulais attirer votre attention, c'est que par rapport aux valeurs européennes, c'est que si la langue corse est en difficulté en Corse, en gros, c'est la faute de l'État français. Qui a voulu faire de la langue française la langue unique de la République, au point d'arriver à la décision de justice que je décrivais tout à l'heure, qui consiste à dire c'est un scandale que les Corses parlent corse chez eux. Quoi. Et donc, vous renvoyez à l'État français la responsabilité de l'avenir de la langue corse, alors que vous savez très bien qu'il en est le principal responsable des difficultés actuelles. Donc, il y a une sorte de non-assistance à culture en danger qui est manifeste et qui est contraire aux valeurs européennes. Donc, nous, on est là, nous protestons contre ça, évidemment. Je sais que nous embarrassons beaucoup, car c'est des sujets sur lesquels nos actuels dirigeants européens n'ont pas beaucoup envie de s'engager. Mais voilà, c'est la langue corse qui est menacée, et si demain la langue corse disparaît, le peuple corse n'acceptera pas. Donc, il faut trouver une solution pour que la langue corse puisse vivre en Corse, comme la langue française. La langue française, je vais vous rassurer, elle n'a pas beaucoup de problèmes pour vivre en Corse. C'est plutôt notre langue d'origine qui est aujourd'hui menacée. Et venant vous-même, si je peux me permettre d'appeler ça une minorité linguistique,
ou minorités culturelles, si on parle de la Corse. Quand vous êtes dans une partie du travail que vous menez, par exemple, en commission des affaires étrangères, vous vous intéressez évidemment à la question des minorités en dehors de l'Union européenne. Est-ce que vous sentez une responsabilité supplémentaire à venir, à travailler à soutenir ces éventuelles minorités en dehors de l'Union européenne, compte tenu de votre propre statut de Corse, ou pour vous, vous traitez ça de la même manière, sans faire de Bien sûr, différence avec eux? on s'intéresse au contexte et de chacune des minorités. Puis on peut pas, personnellement, je suis très engagé sur la minorité arménienne du Nagorno-Karabakh au sein de l'État azéri, et puis sur la minorité kurde qui est répartie entre 4 États membres, la Syrie, l'Iran, l'Irak et la Turquie. Bon, c'est des gens, moi ce que je constate, c'est que la répression des minorités et des différences, c'est la forme la plus aboutie de l'autoritarisme dans les États. C'est-à-dire que c'est par rapport à cette perception d'une différence menaçante pour le pouvoir central que l'on voit apparaître les formes répressives les plus fortes. Et c'est vraiment un indicateur très fort de la démocratie, tel qu'il existe dans un pays, qu'il soit capable de reconnaître les différences. Alors, ça existe en Europe, hein. L'exemple le plus probant, sans doute la Suisse, où on voit des communautés linguistiques cohabiter au sein d'une même construction étatique depuis de nombreux siècles, mais la situation de la minorité danoise en Allemagne est favorable. Et la situation de la minorité allemande en Belgique aussi est une situation favorable. Il n'y a pas que des doléances, je dirais. Il y a aussi des gens qui démontrent qu'il est possible de faire une place à une minorité, de lui donner des droits, de lui donner même, par exemple, la minorité danoise en Allemagne, compte tenu de son petit nombre, est exonérée des seuils pour pouvoir siéger dans le Land de Schleswig-Holstein où elle vit. Et donc il y a la prise en compte des réalités de façon à ce qu'on n'écrase pas une réalité culturelle parce qu'elle est minoritaire, mais qu'au contraire, on essaye de lui donner suffisamment de place pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc c'est ça qu'on recherche. Donc il y a des pays qui ont cette tradition-là. Et puis si vous réfléchissez bien, quand on fait le tour des frontières françaises, on trouvera plutôt des pays où les minorités sont mieux valorisées, y compris en Espagne, parce que malgré tout, il y a des autonomies très fortes au Pays Basque ou en Catalogne, que ce que l'on vit dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, on est vraiment dans une situation qui est, je crains, difficile à faire évoluer. Il y a en ce moment, et enfin, après de nombreuses années, car je rappelle qu'en Corse, notre mouvement politique a jusqu'à 70% des voix. Bon, c'est quand même pas rien. Et ça impose à un État d'aller au dialogue. Il a fallu, donc nous sommes à la tête des institutions depuis 2015, il a fallu attendre mars 2022 pour avoir la première table de dialogue qui s'ouvre suite à des événements de manifestations qui ont été assez fortes et assez violentes en Corse, car les gens commençaient à ne pas supporter, de ne pas être entendus. En bonne démocratie, quand dans une population, 70% de la population s'exprime en faveur d'une revendication, on ouvre la table de discussion et on essaie de voir comment on peut lui donner satisfaction. On ne prend pas l'attitude qui avait été prise jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, il y a un processus de dialogue qui était ouvert. J'espère qu'il aboutira. Et en tous les cas, il faut qu'il aboutisse, car c'est un gage que la démocratie française est capable d'aller au-devant de problèmes qui lui sont gênants, parce que c'est vrai qu'historiquement, le jacobinisme est une réalité française forte, mais pour arriver et à donner à des citoyens que nous sommes les droits auxquels ils aspirent et qui sont des droits légitimes. Et en parlant de jacobisme, une question dans le chat, c'est est-ce que vous voyez un lien obligatoire entre le degré de décentralisation et l'autoritarisme, comme vous le qualifiez? C'est-à-dire, si vous êtes un État décentralisé, vous n'allez pas faire preuve d'autoritarisme, et inversement, si vous êtes un pays centralisé, vous allez être nécessairement autoritaire. Mais disons que déjà, quand vous diluez l'autorité par la décentralisation, vous l'empêchez d'être monolithique. Bon, et ensuite, l'observation, disons, des réalités étatiques européennes montre que l'on va vers ça. Je veux dire, en Allemagne, on ne sent pas les mêmes rigidités que l'on sent en France face aux revendications qui sont des revendications
euh, des Länder, pour être plus autonomes, pour mener leur politique à partir des autorités régionales. Donc il y a certainement l'État fédéral, d'une façon générale, est un État qui est beaucoup plus ouvert au respect des différences, oui. Pourtant, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais enfin, si on regarde des États, notamment quoi, le Royaume-Uni ou même l'Espagne, sans être des États décentralisés, enfin des États fédéraux, c'est des États qui ont un niveau de décentralisation qui sont quand même plus élevés que ce qu'on peut nous connaître en France par exemple, hein. En Espagne, les provinces ont un certain nombre de compétences. Au Royaume-Uni, chaque région a son gouvernement, son parlement, etc. Donc il y a quand même intrinsèquement un fort niveau de décentralisation. Et malgré tout, vous avez des forts mouvements indépendantistes dans certaines de leurs régions, et les relations ne sont pas nécessairement les meilleures avec l'État central. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont différentes. Bon, un fort mouvement indépendantiste, par exemple, que les Basques veulent être regroupés autour de forces politiques basques, c'est la logique de leur histoire. Ensuite, comment est-ce qu'on rentre dans le conflit entre l'État espagnol et la Catalogne? C'est par un recul de l'État central. Quand l'État central a voulu reprendre des prérogatives qui avaient été, à un moment où effectivement les Catalans souhaitaient en disposer de davantage, on les a reprises, et c'est ce conflit qui a conduit à la situation de 2017. Mais, et c'est effectivement l'espoir que l'on peut porter dans l'Europe, c'est-à-dire que ces mouvements de rétractation qui fait qu'en Corse, on puisse à la fois ouvrir une table de discussion et en même temps avoir un jugement qui sanctionne le fait de parler corse. Il y a une sorte d'état profond qui Hmm. s'exprime dans des décisions de cet ordre-là, qui montrent qu'il y a besoin de forcer le dialogue au profit de la partie opprimée, historiquement, qui a été le peuple corse. Et pour cela, nous avons choisi une voie démocratique. On espère qu'il y aura une prise de conscience au sein des forces démocratiques françaises, et ma foi, ce n'est pas en mauvaise voie. Et surtout, nous pensons quand même que l'évolution future vers l'Union européenne comme cadre commun à tous devrait permettre d'augmenter les libertés que nous aurons pour gérer les affaires du peuple corse par nous-mêmes. Alors éloignons-nous un petit peu de la question des minorités. Revenons un peu à vous et votre mandat européen. Vous, comme je l'ai dit au début, vous l'avez dit vous-même, vous en êtes à votre deuxième mandat. Mais la première fois que vous avez été élu, c'était entre 2009 et 2014. Euh, donc maintenant, vous êtes revenu au Parlement européen en 2019. Comment est-ce que vous avez observé un changement dans le Parlement européen, dans la manière de faire de la politique européenne par rapport où vous étiez au Parlement la première fois en 2009? Ou est-ce que les choses sont restées sensiblement les mêmes entre 2009 et maintenant? Non, elles ont été différentes. D'abord, à l'origine, nous sommes réélus avec une fraction eurosceptique dans le Parlement européen, une sorte de rétractation de l'idée européenne qui s'est manifestée. Bon, en France, par exemple, c'est le Front National qui a plus de députés. Mais cette rétractation, on l'a observée aussi en Italie, où l'extrême droite a été très puissante dans les élections, etc. Donc, il y a une sorte de rétractation des opinions, je dirais. Et en même temps, il y a eu une avancée importante dans les faits et sous la pression des événements. Le premier événement qui a frappé, ça a été le Covid. Bon, la pandémie a amené l'Union européenne à prendre des initiatives qui, il y a 10 ans, n'étaient même pas pensables. Il y a 10 ans, imaginer que l'Union européenne puisse faire un prêt collectif à hauteur de 750 milliards d'euros pour relancer l'économie à la suite de la pandémie, c'était même pas imaginable, c'est même pas pensable. Les discussions, c'était, voilà, quand on a dépensé 98% du budget européen, qu'est-ce qu'on fait des 2% qui restent? Est-ce qu'on les reporte à l'an prochain ou est-ce qu'on les redistribue entre les États membres? Et en fait, on les redistribue entre les États membres. On ne les gardait même pas dans les marges de manœuvre du budget européen. Donc, il y a eu vraiment, je crois, une avancée importante de ce côté-là. Et il y a un second événement qui est venu aussi percuter la gestion de l'Europe, c'est quand même la guerre en Ukraine. Bon, on est en train de vivre avec la guerre en Ukraine des attitudes et des politiques européennes qui n'étaient pas vraiment imaginables jusque-là. Donc, sous la force des événements, les choses avancent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la force aussi de la prise de conscience du réchauffement climatique a joué un rôle important dans l'investissement qui est mis dans l'Europe, au moins au niveau des sphères dirigeantes. Reste à en convaincre les peuples. Il y a, c'est vrai, des populismes
anti-européens qui s'expriment assez puissamment dans de nombreux pays et qui parfois sont au pouvoir. Je pense à la Hongrie, en Italie ils y sont arrivés, bon, demain peut-être en Espagne et peut-être après-demain en France, parce que malgré tout, de plus en plus on entend parler dans l'actualité française d'une hypothèse d'un gouvernement Front National pour la France. Bon, c'est des choses qui ne sont plus du domaine de l'utopie ou De de la la science-fiction, construction oui. intellectuelle. Ça, c'est devenu des réalités politiques concrètes. Donc, il faut redonner consistance à une démonstration qui est que l'Europe, face à des situations, a beaucoup avancé en réalité et qu'elle a créé les conditions de défendre mieux les citoyens européens. Je pense que ce mandat, c'est ça la distorsion, c'est que d'un côté les opinions ne perçoivent pas les réalités et les réalités, c'est que l'Europe a quand même aujourd'hui démontré une capacité politique qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent. Vous l'avez noté, donc depuis 2009, vous avez observé une montée de l'extrême droite, du moins des mouvements plus eurosceptiques en Europe et au Parlement européen. Et du coup, dans le chat, la question c'est qu'est-ce qu'on doit craindre pour les élections de 2024? Est-ce que vous pensez qu'on va se rediriger avec encore plus de députés de l'extrême droite? Est-ce qu'on va se diriger vers une fin de la pratique dite du cordon sanitaire, comme le chat dit, comme on l'a vu dans l'Assemblée nationale? C'est peut-être pas aussi clair que ça, mais en tout cas une fin de l'ostracisation systématique de l'extrême droite dans le Parlement européen? Ou vous pensez qu'on n'est pas encore là? Mais malheureux, disons que là-dessus, les groupes européens ont eu une politique peut-être plus nette que ce qu'on observe dans les États membres. Mais ce qui se passe dans les États membres finira par gangréner, je dirais, le niveau européen. On ne peut pas imaginer que si le fait que la droite italienne soit dans le même gouvernement que l'extrême droite italienne n'amène pas demain la droite PPE à être un peu plus proche des groupes CR et ID. Bon, c'est quand même malheureusement un mouvement qui va toucher l'Europe aussi. Je pense que les États sont aujourd'hui confrontés à des défis démocratiques importants. Les forces démocratiques traditionnelles, c'est issu de la Seconde Guerre mondiale, hein, la démocratie chrétienne et ce qui lui a succédé, la gauche ex-communiste devenue plutôt socialiste, et tout ce qui lui a succédé, tous ces partis-là sont peut-être à une fin de parcours. Il faut réinventer une démocratie européenne, un discours européen et au sein de chaque État membre, avoir des hommes politiques qui reprennent le flambeau, je dirais, d'une démarche et il faut repartir à la conquête des opinions publiques. Et on ne repart pas à la conquête des opinions publiques en dénonçant et en stigmatisant. Je pense qu'il faut argumenter, il faut développer. On ne le fait pas assez, je trouve. Et moi, je pense que l'Europe, pourtant, a beaucoup d'arguments à mettre sur la table. Elle est capable de démontrer qu'elle est la seule espoir de maintenir des niveaux économiques et des niveaux politiques importants pour les citoyens européens. Chaque État membre séparément, fut-il l'Allemagne, n'a pas aujourd'hui la structure suffisante pour résister à la Russie, bien sûr, mais aussi ce qui se passe en Chine et même aux États-Unis, quand une loi unilatérale comme celle qui a été prise sur le protectionnisme en termes économiques est prise de là-bas, ben, on ne peut pas répondre en étant l'Allemagne, même l'Allemagne, bon, et surtout pas, bien sûr, des pays plus petits, isolément, personne ne fait rien. Ce n'est que collectivement que l'on peut avoir la place suffisante. Et donc, il faut reconstruire un discours autour de cette réalité pour que les gens y adhèrent. Une question que j'avais reçue en préparation de cette interview, qui fait évidemment référence à la fameuse affaire du Qatargate qui a éclaté il y a maintenant quelques mois au Parlement européen. Et donc la question c'est, selon vous, dans quelle mesure est-ce que les relations entre les députés européens et les lobbyistes sont susceptibles de biaiser les décisions prises au niveau de l'Union européenne? Et du coup, est-ce que les mécanismes de contrôle actuels sont suffisants ou est-ce qu'ils peuvent être améliorés pour garantir une représentation politique plus juste et transparente? Non, ce qu'on a découvert dans cette affaire, moi personnellement, ça me révolte énormément.
les députés qui se sont prêtés à ce jeu, c'est gravissime. Le Parlement européen est le pilier le plus faible de la construction européenne. On sait que la Commission a plus de pouvoir et le Conseil aussi. Mais il est quand même le pilier moral. Et je pense que s'il y a une perception universelle de l'Europe dans le monde, c'est que chaque fois que quelqu'un conteste un tyran, en gros, il prend son téléphone, il appelle le Parlement européen. Il n'appelle pas M. Borrell, il n'appelle pas M. Macron. Il cherche à trouver des soutiens et le Parlement européen a donné cette image qui était capable de soutenir tous les combats contre l'injustice et pour la démocratie dans le monde. Et de voir que la Commission des droits de l'homme, qui est le cœur de cette image que porte le Parlement européen du monde, a pu être corrompue de façon aussi scandaleuse, c'est blessant. C'est vraiment quelque chose de très très grave, je crois. Mais au-delà de la corruption, si on parle, en laissant de côté la question de la corruption qui est du criminel, et là-dessus on est tous d'accord là-dessus, mais plus sur la relation entre députés européens et les lobbyistes, on va dire ceux qui respectent la loi, qui demandent des rendez-vous avec les députés pour faire du lobbying. Pour vous, c'est quelque chose de légitime, d'illégitime, comment vous analysez ça? Moi, je pense que les lobbyistes, ils sont reçus. Le problème, c'est comment est-ce qu'ils placent leurs arguments. Les gens peuvent venir. On a le lobby des défenseurs des abeilles, par exemple, qui vient nous voir régulièrement pour nous demander l'interdiction de tel ou tel pesticide. Ils viennent, ils exposent, ils nous donnent des arguments, ils nous donnent des chiffres, ils nous donnent des éléments qui nous permettent ensuite de parler de façon plus informée et plus efficace donc, devant nos collègues pour essayer de faire évoluer les situations européennes. Donc, le lobbying en soi, que des gens qui ont des problèmes très spécifiques, mais très importants pour eux, puissent venir s'exprimer, le donner à des députés et faire en sorte que nos décisions soient bien informées, ça, ce n'est pas critiquable en soi. Et j'ajouterais même que les lobbies les plus puissants ici, souvent, c'est des États membres. Le lobby de l'automobile, il s'appelle l'Allemagne. Le lobby du nucléaire, il s'appelle la France. Hein, et le lobby des abattoirs, il s'appelle la Pologne. Enfin, je schématise, mais voilà. Donc, il ne faut pas se leurrer. Et puis, ces gens-là arrivent à travers des élus, à travers des gouvernements, à travers. Bon, donc. Tout ça est une réalité, donc il faut faire avec, il faut bordurer, il faut réglementer. Ce qui est aujourd'hui l'aspect le plus choquant du lobbying, je trouve, c'est le pantouflage de la Commission qui, 3 mois après avoir perdu ses fonctions, M. Barroso était devenu je ne sais quel personnage auprès de multinationales, etc. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut réglementer davantage et qui est préoccupant pour la suite. Plus, je crois, que le député lambda. Mais ceci étant, l'affaire du Qatargate, elle, est très blessante. C'est-à-dire que là où le Parlement européen pouvait avoir une aura, un prestige, qui était sa capacité à répondre présent quand il était sollicité par des femmes en Iran, par des gens qui luttent contre une dictature en Amérique du Sud, par des gens qui cherchent les voies de la démocratie en Afrique, etc., etc. Donc, on était le référent, et on est toujours, heureusement, ce n'est pas une seule affaire qui, j'espère, va entamer ce crédit, mais on était la référence pour tous les combattants de la liberté du monde qui venaient devant le Parlement s'exprimer, profiter d'un groupe d'amitié pour pouvoir avoir une tribune, etc. Et ça, c'est ce que ces quelques députés ont largement compromis par leur cupidité, malheureusement. Je vois l'heure qui passe, donc je vais passer à mes dernières questions. En tant que régionaliste, comment est-ce que vous voyez le comité des régions, le comité européen des régions, qui est souvent critiqué à Bruxelles comme étant une institution qui est peut-être potentiellement inutile, qui n'a pas de pouvoir, qui est du gâchis, qui serait du gâchis d'argent public. Comment est-ce que comment vous percevez le comité des régions? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou ça serait mieux, l'intérêt des régions serait mieux servi autrement? Il y a deux choses. Donc, ça a été qu'une construction utile parce qu'elle permet aux régions d'avoir une fenêtre sur l'Europe, d'avoir une capacité d'abord de s'y projeter, ensuite de s'emparer des débats qui peuvent les concerner, mais à travers leur approche européenne. Et tout ça contribue non seulement à ancrer davantage l'Europe dans les pays et dans les régions, mais aussi à donner à chaque citoyen
la possibilité, à travers ses responsabilités régionales, de participer au projet européen. Donc ça, c'est le bon côté. Le côté, c'est qu'effectivement, il n'a pas grand pouvoir, il n'a pas grande influence. Et il est nécessaire que les régions puissent avoir davantage d'influence. Alors, jusqu'à ce qu'a fait la Wallonie en bloquant le traité, c'est très exceptionnel, c'est lié à la structure de la Belgique, c'est quelque chose. Mais de toute façon, il faut que les institutions européennes évoluent pour que les régions aient davantage de place dans les constructions politiques. On peut imaginer que quand une compétence qui est régie par des directives européennes, dans l'agriculture, mais il y a des domaines où les compétences sont européennes, si la compétence équivalente est dans la structure régions, ouais. régionale, eh bien, ils doivent être considérés comme des interlocuteurs, et pas simplement comme des gens qui dépendront de ce que fera l'État central. Bah, pourtant, à Peut-être Bruxelles, il y a de facto les ambassades des régions. Les régions ont ce qu'on appelle leur représentation, ou, je sais pas, alors je sais pas si la Corse a une représentation à Bruxelles. Je sais que la plupart des grandes régions ont. La Corse est un petit pays, une représentation modeste, et qui fait de la veille sur la législation européenne de façon à ce que les services de la collectivité de Corse sachent les démarches à accomplir pour être dans la course des appels à projets, dans la course de tout ce que l'Europe promeut, mais ils n'ont pas un rôle politique. Ok. Moi, ce que je dis, c'est le rôle dans le process de discussion et dans le process d'élaboration des décisions. Voilà, et c'est un peu ce qu'avait voulu exprimer M. Magnette, c'est qu'en disant ces choses-là ne nous passent pas au-dessus de la tête. Nous sommes concernés par ce que vous ferez dans un accord commercial avec les États-Unis, dans ce que vous ferez par un accord commercial avec le Canada, et nous souhaitons être associés à la décision. Et c'était, je crois, à l'époque, un bon signal qui avait été donné. Ça me fait la transition parfaite vers ce que je vais appeler ma dernière question. Au sein des mouvements fédéralistes en Europe, il y a une branche qui est en faveur de l'Europe des régions, où ce serait les régions qui prendraient un peu, qui deviendraient un peu l'entité politique de base au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de l'Europe des régions? Disons que le développement régional est certainement le principal gisement de construction européenne qui est possible. Là où il y a les grands déficits, c'est aux frontières. Les États membres se sont développés dans leur partie centrale et les frontières, c'est un peu au fond à gauche, quoi. C'est les pays qui ont été marginalisés dans les constructions étatiques, et c'est en replaçant ces régions au cœur de leur réalité géographique qu'on peut leur donner un élan pour reconstruire du développement économique, pour aussi faire du développement culturel, puisque on peut être catalan des deux côtés des Pyrénées, on peut être basque des deux côtés des Pyrénées, on peut être francophone tant en Wallonie qu'en France. Bon, voilà, donc il y a des constructions à travers l'Europe et je pense qu'il y a des vrais gisements de progrès à travers la dynamisation de ces régions ex-frontalières, et qui le sont toujours, puisque les frontières existent, mais qui le sont moins depuis que l'Europe existe, puisque ces frontières sont beaucoup moins opérantes qu'elles l'étaient. Donc, une frontière, ça se caractérisait par une petite route, un tortillard qui arrivait d'un côté comme de l'autre, et où les communications étaient impossibles. Donc, on a investi sur les communications, et ça a permis du développement, il y a incontestablement. Et ça a permis de l'épanouissement aussi, parce que les populations qui vivaient de part et d'autre et qui sont d'une même communauté, ont pu échanger et ont pu se développer davantage. Donc, je crois que les régions, quand on parle de la Méditerranée, je pense que la Corse et la Provence sont mieux placées que les Hauts-de-France pour en parler et pour s'investir. Et donc, il faut que l'État français, qui a sa place aussi, car il a sa responsabilité qui est engagée, s'appuie sur les réalités de ces régions pour participer à des organismes qui peuvent être des organismes de coopération européenne, qui peuvent être des organismes un peu plus larges. Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux régions et souvent, ils apporteront un dynamisme et une compétence dans des domaines où l'État est défaillant, car il est engorgé et puis parce que souvent, il est éloigné des réalités. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, François Alfonsi, de répondre aux questions. Avant que je vous laisse partir, si les gens doivent retenir un message de vous ce soir, c'est quoi votre message, le message qu'ils doivent retenir? Bien, c'est que l'Europe qui se construit et qui n'est pas aboutie soit bien l'Europe de tous les peuples. Il y a des peuples qui ont
eu le privilège par l'histoire, et sur la photo de 1950 après-guerre, ils étaient avec leur État. D'autres ne l'étaient pas, mais ils ne sont pas moins européens et ils n'ont pas moins de place dans l'avenir de l'Europe. Donc, c'est l'Europe, ça doit être l'Europe de tous les peuples et non pas simplement l'Europe des capitales. Eh ben écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup François Alfonsi. Chat, soyez sûr de le remercier d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous pouvez bien entendu le suivre sur Twitter. Vous avez son hâte juste sous le lien vidéo. Vous restez avec moi, on va commencer le débriefing. Monsieur Alfonsi, merci encore. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cette première expérience sur Twitch. Eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ok chat, alors commençons notre petit débriefing. Je vais retirer Zoom. En attendant, donnez-moi vos impressions et tout ça. Hop, boum. Ok. Je suis tout à vous, chat. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on en a pensé ici? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Europe of All People, ok, très bien. Alors, moi, comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai mon petit livret où j'ai pris mes petites notes. On va faire le tour de tout ça, évidemment. Hein, donnez-moi vos impressions de votre côté. Donc effectivement, François Alfonsi, donc député corse, qui appartient au groupe Vert ALE. Alors j'avoue que j'ai dit toujours Vert EFA parce que c'est l'acronyme anglais Green EFA, mais en français, en bon français, je devrais dire Vert ALE. Alliance... Merde, c'est quoi l'Alliance Libre Européenne? C'est quoi ALE? Vert ALE. Je regarde, je crois que c'est Alliance Libre. Vert ALE. Alliance. L'Alliance des Européens libres? Ouais, je sais pas. Ok, bon. Donc oui, il appartient à cette branche des Verts, hein, la partie ALE, donc les régionalistes, qui sont ils sont pas très nombreux hein, au sein du groupe des Verts. Hein, c'est les Corses, c'est les Catalans. À l'époque, c'était effectivement les Écossais quand le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne. Et ils ont une place un peu particulière dans le sens où, comme c'est une alliance, hein, vous avez vraiment les Verts et l'ALE, ils ont, les députés ALE ont leur propre conseiller politique, ils ont leur propre conseiller presse, etc. Donc ils sont un petit peu, ils appartiennent au groupe global des Verts, mais ils sont un tout petit peu séparés, ils ont leur propre truc dans leur coin, un peu comme les pirates. Dans une certaine mesure, les pirates aussi ont ça, mais s'ils sont un peu plus intégrés dans les Verts, hein, ils n'ont pas une structure séparée juste pour eux. Mais oui, les pirates ont un petit peu ça aussi avec leur propre système un petit peu à côté, au sein même des Verts. Les Verts représentant la majorité du groupe. Hein. Donc par exemple, Europe Écologie Les Verts en France. Donc oui, Alfonsi, monsieur Alfonsi en tant que Corse, évidemment, il travaille beaucoup sur la question méditerranéenne. Pas de Bretons, et les territoires... des petits territoires d'outre-mer qui seraient nationalistes. Il y en a pas. Simplement, ils sont pas élus. Enfin, des Bretons indépendantistes... il n'y en a pas au Parlement européen actuellement. Des députés d'outre-mer nationalistes, il n'y en a pas non plus. Pour autant que je sache. Attends, bouge pas, je vais regarder ALE. Vert ALE au Parlement européen. C'est le seul député des régionalistes français. Ouais, le reste, c'est des Catalans, je crois. Catalans et doit y avoir un flamand là-dedans. Alors, attends. Qui sommes-nous, nos députés? Ah merde, l'ALE. Voilà, ils ont leur propre section dans le site des Verts. Ils sont 5. Alors attends, où est-ce qu'ils sont? Le site est en anglais. Je cherche. Press release, news. C'est bien gentil, mais vous ne dites pas qui vous êtes, les... Ah, il est fait. Ah ouais, MIPI. Pardon. Je dis des bêtises. Pardon. Il y a un peu de tout. Bah attends, je vais te dire ça. Ah putain. Évidemment, ça me remet sur la composition complète. IFA only. Alors, on a François Alfonsi, donc français. Anna Miranda, elle est d'où? Elle est espagnole. Donc galicienne. On a Diana Riba-Iguener, qui est catalane. On a Jordi Solé, qui est catalan aussi. Et on a... il m'en manque un. Pierre-Nicolas Pedicini, il est italien. Je ne sais pas de... Ah.
Je ne sais pas quelle région d'Italie est particulièrement. Ah, si, le Frioul, c'est la région qui doit être qui est près de l'Autriche. C'est potentiellement ça. Potentiellement ça. Il y a un parti UDB breton dans le parti LE, mais pas d'élu nationaliste breton au Parlement européen. Ok, d'accord. Mais voilà, oui, effectivement, chez les Français, il est le seul député régionaliste de LE élu chez les élu au Parlement européen. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des Bretons indépendantistes qui ont été élus au Parlement européen. Corse, oui, ça oui, hein, je me souviens de M. Alfonsi, mais Breton, je pense pas. Je ne pense pas. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est cette sous-catégorie, c'est ce sous-groupe dans le groupe des Verts européens. Et donc voilà, M. Alfonsi, lui, travaille sur la question méditerranéenne, évidemment, hein, étant corse, ça fait sens, et lui, il veut que, en gros, ce qui existe aujourd'hui, notamment vis-à-vis de politique de la Baltique, soit, donc avec des financements spécifiques, un régime spécifique, etc., soit reproduit, et aussi une discussion avec les pays non européens, mais autour de la Baltique, y compris les Russes à l'époque. Il veut faire ça aussi au niveau de la Méditerranée, évidemment, qui n'est pas négligeable. Hein. Il disait qu'il y a 110 millions d'Européens qui vivent dans la région méditerranéenne, donc ça fait un cinquième, un quart, ouais, non, maintenant ça fait un quart des Européens qui sont autour de la Méditerranée, donc ça n'est pas rien, effectivement. Après, on a parlé effectivement sur l'approche des îles et la différence que je ne savais pas entre le fait que voilà, la Corse en fait est dans une espèce d'entre-deux où ils sont pas assez, ils sont trop proches de la métropole et ils sont trop gros pour qu'on leur donne des aides européennes spécifiques et du coup bah ils ont l'impression de se faire un peu avoir dans l'équation et de se faire juger au même titre que la métropole et du coup bah se retrouvent désavantagés en concurrence avec les régions métropolitaines et continentales d'une manière générale. Alors après, on est parti dans un grand dialogue, j'avoue, un peu, j'allais dire franco-français, non, mais on a parlé un peu politique nationale quand on a parlé un peu du statut de la Corse, enfin, il a parlé du statut de la Corse, etc., les dialogues avec, entre le gouvernement, etc., mais bon, c'était intéressant parce que ça. J'ai laissé passer parce qu'on sait pas c'est pas toujours qu'on reçoit un député régionaliste, on parle pas souvent de ces thématiques-là, donc ça me semblait intéressant. On a creusé la question, notamment, bah voilà, les parlements régionaux, on a parlé de la Wallonie, lorsqu'ils avaient mis un veto sur le CETA, donc le CETA c'était cet accord entre l'Union Européenne et Canada. Bon après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est quand il disait oui, la raison pour laquelle on a voté contre, c'est parce qu'on veut que le parmesan, on veut pas qu'il y ait du parmesan qui soit produit au Canada. Alors que justement, la raison, un des trucs fondamentaux que vous retrouvez dans tous les accords de libre-échange européens, c'est justement la défense des appellations régionales contrôlées, des IPG. IPG, c'est ça IPG, trade, je crois que c'est ça le AFG. J'oublie toujours l'acronyme. IGP, voilà, merci, IGP. Les IGP. Qui sont justement ces produits régionaux très spécifiques, par exemple le parmesan, par exemple ça va être, c'est pas seulement de la bouffe, hein, c'est aussi des produits particuliers, par exemple des types de cristal, etc., du verre particulier qui est vraiment lié à une région, etc. Et donc ça c'est la feta, par exemple, l'aloumi, est justement un truc central, ce qu'on appelle un intérêt offensif de l'Union Européenne, donc c'est un truc où l'Union Européenne cherche à obtenir quelque chose de la part des autres. Un point central dans tous les accords commerciaux européens, c'est toujours cette reconnaissance des IGP, c'est-à-dire que les autres États s'engagent à empêcher dans leur propre pays des gens de produire, par exemple, de produire du fromage et d'appeler ça du parmesan. Alors que ce n'est pas du parmesan, ça n'a pas été produit dans la région qui produit du parmesan, ils peuvent pas produire du Roquefort parce que ça n'a pas été produit dans la région du Roquefort, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la défense des IGP qui sont toujours intégrés dans les accords commerciaux, justement pour défendre ces produits régionaux, etc. Et c'est un des grands. Évidemment, la France a énormément d'IGP à défendre. Du coup, c'est là où j'ai un peu tiqué effectivement sur la question des produits régionaux parce que justement c'est un des points centraux de la politique commerciale européenne où c'est le truc où on va casser les couilles à tout le monde dans le monde littéralement sur la question de la défense des IGP. On veut pas que les gens appellent leur fromage de la feta. Non, la feta c'est chez nous, c'est pas ailleurs. Le Roquefort il est chez Bibi, il est pas chez les Canadiens, etc.
Donc il y a plein de... Ça, c'est un truc très, très, très fréquent. Enfin, c'est un truc central dans la politique commerciale européenne. Mais malgré tout, voilà, le CETA, effectivement, avait mis un veto. Non, le CETA avait mis un veto. La Wallonie, le Parlement wallon avait mis un veto sur le CETA parce que, effectivement, quand vous adoptez un accord commercial, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle les accords commerciaux mixtes, qui sont un mix de compétences européennes et compétences nationales, bah du coup, tous les États membres et les parlements régionaux doivent donner leur accord, ce qui fait une quarantaine de parlements dans l'Union européenne. Et du coup, bah, le Parlement de la région wallonne avait mis son veto sur le CETA, il avait pris un peu par surprise tout le monde et avait bloqué le processus, avait créé tout un drama. Il avait fallu négocier un protocole à l'arrache avec le Canada pour essayer en gros d'acheter la paix sociale avec les Wallons pour débloquer la situation. Enfin, ça a été tout un bordel. Paul Magneté, donc le leader des socialistes belges, qui avait mis ce veto, mais c'était aussi lié à des questions de politique interne. Enfin, ouais, c'était un bordel monstre. C'était un bordel absolument monstre, ce truc-là. On a parlé ensuite, évidemment, de la question catalane, qui a beaucoup occupé les Européens, hein. En 2017, il y a la Catalogne, donc région en Espagne, avec un fort mouvement indépendantiste en son sein, avait lancé contre l'avis de Madrid un référendum, et ils avaient fait un référendum illégal. Ils avaient lancé un référendum auquel 2 millions de personnes avaient voté, et suite à la victoire de l'indépendance dans ce référendum, ils avaient déclaré leur indépendance. Ils avaient dit, bah voilà, on est indépendant, point. Et l'État espagnol avait dit, non, c'est mort, on reprend le contrôle et on arrête les conneries. Et du coup, voilà, l'indépendance Catalogne a immédiatement été éteinte. Les institutions catalanes ont été reprises sous contrôle direct par Madrid. Les leaders indépendantistes ont dû carrément fuir le pays parce qu'ils ne voulaient pas se faire choper, dont notamment Carlos, c'est Carles Puigdemont, donc le leader des indépendantistes catalans, qui avait fui en Belgique pour éviter de se faire choper. Et ça avait mené à tout un tas de problèmes entre Madrid, qui clairement montrait les muscles sur le sujet, et quand il y a eu les élections européennes, par exemple, les partis catalans avaient mis en tête de liste, avaient mis dans sa liste les élus catalans qui avaient mené le processus, enfin la tentative d'indépendance catalane, qui était en fuite ou même en prison pour certains. Et du coup, ils avaient été élus. Et en fait, quand ils ont été élus, notamment Carles Puigdemont, qui était réfugié en Belgique, là, l'Espagne a essayé de leur nier en fait le statut de député, où ils ont dit, bah non, ils n'ont pas le droit d'être députés européens parce je sais plus quelle excuse ils ont inventé, ils n'étaient pas dans le pays, ou ils étaient considérés comme criminels. Enfin bref, du coup, ils avaient essayé de leur sucrer le statut de député européen. Ça a fini d'ailleurs devant la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a dit non, non, ils sont députés européens, ils ont droit à l'immunité parlementaire qui va avec, etc. Donc vous leur foutez la paix. Donc l'Espagne a perdu sa bataille contre les députés indépendantistes catalans, qui d'ailleurs ne sont pas chez les Verts, ils sont non inscrits, c'est-à-dire ils sont dans aucun groupe parlementaire. Mais du coup, voilà, l'Espagne avait mené un bras de fer contre le Parlement européen, contre ces députés catalans qui s'étaient fait indépendantistes, qui s'étaient fait élire, et a perdu cette bataille face à la Cour de justice de l'Union européenne, notamment sur la question de leurs immunités parlementaires. Qu'est-ce que j'avais d'autre? On a parlé de la doctrine Prodi. Alors, je vous explique ça. La doctrine Prodi, en fait, c'est un truc du nom d'un monsieur qui s'appelle Romano Prodi, qui avait été président de la Commission européenne. Prodi était quand début des années 2000, je crois. Romano Prodi, je crois que c'était jusqu'en 2004. Romano Prodi. Il a été quand président de la Commission européenne, monsieur Prodi? Commission de 99 à 2004. Ça va, j'avais bon.
Et donc cette doctrine Prodi, qu'est-ce qui, en gros, c'est quelle est la position de l'Union européenne, des institutions européennes, de la Commission européenne, si jamais une région européenne venait à faire sécession. C'est-à-dire, admettons, la Corse ou la Catalogne fait sécession donc, de manière légale, on va dire. Hein, c'est-à-dire, c'est pas un scénario à la Catalogne où ils ont fait un truc illégal et ils sont en conflit ouvert avec Madrid. La Corse, admettons, il y a un référendum, un processus, la Corse devient indépendante. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'Union européenne? Est-ce que la Corse reste membre de l'Union européenne ou est-ce qu'elle n'est plus membre de l'Union européenne? Et du coup, bah, la doctrine Prodi, ça consistait à dire, bah non, un État qui quitte un nouvel État qui apparaîtrait, même s'il avant il faisait partie d'un État européen préexistant, il devrait recommencer, il sortirait de facto de l'Union européenne et donc devrait commencer de zéro le processus d'adhésion. C'est-à-dire que la Corse, même si elle était membre de l'Union européenne par la France, en devenant État indépendant corse, mais en fait elle ne fait pas partie de l'Union européenne, donc la Corse devrait faire acte de candidature à l'Union européenne. Et évidemment avec le risque que, par exemple, la France mette un veto si elle a envie de faire chier. Ce qui évidemment a mis un sacré coup de mou, et ça a été notamment renouvelé cette doctrine au moment du référendum catalan. Ça a mis un petit coup de frein, un petit coup de froid à des indépendantistes, notamment parce qu'ils disaient, bah oui, ce que les Catalans disaient à l'époque, c'est dit, bah oui, on va quitter l'Espagne, mais c'est pas grave, on restera membre de l'Union européenne, on veut rester européen, etc., on restera dans l'Union européenne, etc. Et la Commission lui dit, non, si vous cassez, vous appartenez plus à l'Union européenne, faudra recommencer, et bah derrière l'Espagne aura le choix de dire de mettre éventuellement un veto sur est-ce que vous avez le droit de rentrer dans l'Union européenne ou pas. Donc ça a mis un petit coup de froid, c'était un coup de pression indirect évidemment de la Commission européenne sous pression des États membres hein, sur le sujet pour ne pas inciter en gros les mouvements séparatistes à encourager les mouvements séparatistes dans les différents États membres. Ce que M. Alfonsi, évidemment, trouve un peu absurde. De quoi on a parlé on a parlé de l'évolution des choses entre 2009 et 2019. Donc, lui, quand il a été député en 2009, il est revenu en 2019. Donc, lui, il avait observé une montée de l'extrême droite. C'est vrai, ça, on l'a observé effectivement partout en Europe. Mais il dit, voilà, il y a eu des grandes avancées, notamment via le Covid ou la guerre en Ukraine, où on a commencé à faire des choses qui étaient complètement impensable il y a 10 ans. Ce qui est vrai, hein, beaucoup de choses qui se sont passées dans le cadre du Covid et maintenant la guerre en Ukraine auraient été impensables, complètement impensables il y a 10 ans. Même si ça n'est pas, enfin de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui est limité aux crises. Il y a une évolution de la doctrine européenne d'une manière générale qui fait que, en réaction à certains événements, notamment en réaction au Brexit, en réaction à l'élection de Donald Trump, etc., l'élection de Macron, il y a un certain nombre de choses qui étaient considérées comme complètement inacceptables il y a 10-15 ans, qui maintenant deviennent normales. Toute l'idée d'avoir l'indépendance stratégique de l'Union européenne, l'autonomie stratégique, ça c'est des concepts il y a 10 ans, ou même moins que ça, hein, quand moi j'étais au Parlement européen, merde, j'ai même pas 10 ans, il y a 10 ans j'étais au PE, merde. Ah la vache, je deviens vieux quoi. Donc ouais, il y a 10 ans, tu parlais d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Les mecs te regardaient, mais c'est quoi ce délire de protectionniste, de dangereux français qui est anti-libéral, etc., etc. Et les gens te disent, mais dégage avec tes trucs de protectionniste, etc., c'est mort. Et maintenant, il n'y a plus personne pour s'opposer à l'idée d'autonomie stratégique européenne, de souveraineté stratégique. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une politique européenne, on nous parle, toutes les dernières politiques européennes sont faites et justifiées en vertu d'une idée d'accroître le niveau d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Ça a été les politiques de défense, maintenant c'est la question des ressources critiques, c'est-à-dire les ressources, les terres rares, ce genre de choses, tout ce que vous avez besoin pour faire des batteries, pour faire des panneaux solaires, tout ce qui concerne la législation numérique, c'est justifié partiellement par une idée d'autonomie stratégique, les politiques environnementales et énergétiques sont justifiées par des questions d'autonomie stratégique. Enfin bref, maintenant l'autonomie stratégique, c'est à toutes les sources, c'est partout. C'est partout, et c'était proprement impensable il y a 10 ans.
Après, on pourrait dire que l'idée que l'UE avance au fur et à mesure des crises, ça n'a rien de nouveau, hein. C'est les pères de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, ils disaient l'Europe se fera à petits pas et au gré des crises qu'elle va traverser. Elle sera le cumul des crises qu'elle va traverser. Parce qu'effectivement, on avance petit à petit, et quand on arrive à une situation de crise, les États font ce qui est nécessaire pour surmonter la crise, donc ils font un grand pas en avant, un bond en avant, en faisant des choses qui n'auraient pas été acceptables avant, mais parce qu'ils ont cette crise, ils vont au-delà de leur réticence naturelle. Et ça n'a rien de nouveau en termes d'approche, de dire, voilà, l'Union va réagir de crise en crise. En revanche, c'est vrai que d'un point de vue idéologique, il y a, indépendamment des crises, il y a une réelle évolution par rapport aux 10 dernières années. Alors après, il y avait une question, c'était Dean qui disait oui sur le cordon sanitaire, etc. Bon, moi je suis pas d'accord pour dire qu'il y a une rupture du cordon sanitaire à l'Assemblée nationale. Il a pris un sacré coup de mou, ça là-dessus on est d'accord. Après, il y a toujours une forme de cordon sanitaire à l'Assemblée nationale. Le cordon sanitaire, c'est cette pratique de dire, voilà, l'extrême droite n'est pas un parti comme les autres, et donc on va les isoler. Et donc c'est une entente de facto entre tous les partis qui ne sont pas d'extrême droite pour dire, voilà, on va isoler les groupes d'extrême droite pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune influence, et limiter leur pouvoir. Par exemple, c'était longtemps le cas à l'Assemblée nationale, c'est le cas au Parlement européen, c'est dire, voilà, on empêche les partis d'extrême droite d'avoir des postes de vice-président, d'avoir des postes de président de commission parlementaire, d'avoir des postes de questeur, etc. Donc des positions de pouvoir auxquelles ils pourraient avoir droit compte tenu du nombre de députés qu'ils ont, particulièrement au Parlement européen, où il y a ce qu'on appelle la règle d'Hondt, donc c'est-à-dire une répartition des postes en fonction de la répartition des groupes politiques, enfin du poids de chaque groupe politique. Et à chaque fois, les autres partis s'entendent entre eux pour empêcher l'extrême droite d'avoir les postes auxquels normalement ils auraient droit. Donc ça, c'est la pratique du cordon sanitaire, et en plus, on ne vote pas en faveur dans un moment, etc. etc. Il y a un affaiblissement de cette doctrine, c'est vrai, on l'observe aussi un petit peu au niveau européen, notamment à droite vis-à-vis avec le PPE. Pour autant, cette doctrine reste toujours d'actualité, hein. Par exemple, quand il y a quelques mois, Manfred Weber, le président du PPE, donc le parti de centre-droit au Parlement européen, a joué avec l'idée de dire tiens, peut-être qu'on pourrait, pour les élections européennes, faire une alliance avec Giorgia Meloni, donc la première ministre italienne, issue du parti d'extrême droite, Forza Italien, lapsus révélateur, du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, qui appartient à l'ECR, paradoxalement, au Parlement européen. Manfred s'est fait défoncer instantanément d'une part, les gens de son propre groupe politique. Les Polonais étaient furieux parce qu'ils disaient c'est mort, on fait pas une alliance avec l'ECR, l'ECR c'est nos pires ennemis en Pologne, il n'y a pas moyen. Et aussi par les Allemands de son propre parti, la CDU, la CSU, ils ont dit à Manfred c'est mort quoi. Non, on fait pas on fait pas copain-copain avec l'extrême droite, c'est des mecs qui accueillent la AfD, donc non, c'est mort, t'oublies ton délire de faire copain-copain avec Giorgia Meloni et le CR pour les prochaines élections, c'est mort. Donc il y a des tentations, mais pour le moment au niveau européen, le cordon tient. Le cordon tient pour le moment. Même s'il y a des tentations, encore une fois. Donc on a parlé le Parlement européen comme pilier moral de l'Union européenne. Effectivement, le Parlement européen adore se présenter comme étant le pilier moral, le pilier démocratique des institutions européennes, et adore du coup donner des leçons au Parlement européen, aux autres institutions européennes et aux autres pays. Bon, après, le Parlement a aussi une histoire de double standard. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est aussi vrai, ça l'était aussi déjà avant le Qatargate, même si le Qatargate a rajouté encore plus de difficultés pour l'image du Parlement européen. Et c'est vrai que il disait oui, le Parlement européen, c'est le maillon faible dans les institutions européennes en termes de pouvoir. C'est l'institution la plus faible dans les institutions européennes. Ce qui est parfaitement vrai, hein. Si on prend les trois principales institutions, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil, le Parlement est plus faible.
J'aurais tendance à dire que le Conseil est l'institution la plus puissante, suivi de près par la Commission européenne, mais ça peut se débattre. Ça peut se débattre. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que le Parlement européen est le plus faible. Ça, c'est sûr. Mais, même s'il est le plus faible, c'est la seule institution qui peut se prévaloir d'une légitimité démocratique directe, qui n'est que indirecte, on va dire, pour le Conseil ou la Commission européenne. Et du coup, en fait, il y avait aussi une question, attends, c'est Dean aussi qui avait posé une question que j'ai pas posée parce que on manquait de temps. Ah oui, voilà. N'y a-t-il pas un décalage de rapport de force, de moyens entre le PE, le Conseil de l'UE, en termes d'expertise qui se ressent dans les trilogues? Donc les trilogues, c'est ces négociations entre justement les trois institutions, entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil, sur la législation européenne. Donc en trilogue, c'est là où les trois institutions vont se réunir et dire on écrit la version définitive de la loi, et une fois que c'est adopté, la loi européenne, c'est ça, la directive sera ça. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un écart de rapport de force et de moyens entre le PE et le Conseil en termes d'expertise dans les trilogues, ou est-ce que c'est équitable? Oui et non. Il y a clairement un déséquilibre des forces en défaveur du Parlement, parce que le Conseil, c'est le Conseil, donc c'est les États membres, ils ont, avec la Commission européenne, ils ont la puissance technique et technocratique derrière eux, parce que effectivement, tu as un trilogue, donc tu as l'équipe des rapporteurs, donc un député par groupe politique qui va défendre le truc. Le député, son équipe, c'est 2-3 personnes. L'ambassadeur qui est en face pour représenter le Conseil, derrière lui, c'est tous les ministères européens, sur tous les experts sur le sujet. Donc ils ont une expertise technique qui est sur le papier supérieure à celle du Parlement européen. C'est pas toujours le cas. C'est nuancé, hein. Les députés européens ont aussi leur expertise et savent de quoi ils parlent dans la plupart des cas. Il y a un écart de puissance, parce qu'effectivement, le Conseil, comme je l'ai dit, est l'institution un peu puissante. Ils aiment bien jouer avec l'idée de mettre des vétos, etc., etc. Donc ça leur donne un avantage. Après, le Parlement n'est pas complètement démuni, hein. Le Parlement, comme je dis, peut se prévaloir de cette légitimité démocratique qu'il a. Et il a aussi ce rôle d'aiguillon politique, dans le sens où, comme lui, je veux dire, il n'a pas le poids de la technocratie, de l'administration derrière, il n'a pas la pression de dire, moi je gère un gouvernement, je gère un pays, etc., faut que je gère plein de trucs à la fois. Le Parlement peut dire, YOLO, moi je pousse une idée parce que j'ai envie, et du coup, ils vont servir d'aiguillon politique pour essayer de pousser les autres à aller de l'avant. Et effectivement, le Parlement, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. C'est-à-dire, une tactique très classique, en fait, en vue d'un trilogue, c'est que le Parlement va volontairement prendre une position de base qui est extrême, qui est très à la hausse, ou très à la baisse, suivant les sujets, en sachant pertinemment qu'ils vont devoir lâcher du lest en trilogue. Mais ils en font volontairement des caisses de base sur leur position de base, pour aiguillonner les autres à leur lâcher des trucs, et derrière pouvoir lâcher des choses en échange au moment de très où parfois, je veux dire, moi je l'ai déjà vu, où le Parlement, enfin les commissions parlementaires, vont adopter des trucs en sachant pertinemment que ça ne passera jamais, mais ils disent ça on le prend, ça nous servira de monnaie d'échange. Et donc quand on sera en trilogue, on dira que c'est important pour nous, mais après on sacrifiera ce truc sans problème pour obtenir quelque chose que nous on considère comme important. Donc ça fait partie aussi des stratégies internes au Parlement européen, en vue du trilogue. La Commission européenne aussi a des choses comme ça, c'est-à-dire que par exemple, quand ils ont des idées sur un truc, mais ils savent que c'est un sujet compliqué, ils font un truc volontairement en deçà, en sachant pertinemment que le Parlement va en rajouter une couche. Et donc du coup, parfois ils vont pas mettre des sujets sur la table, en sachant que le Parlement ou le Conseil vont mettre le sujet sur la table. Donc parfois, il y a aussi, les stratégies sont un peu dans tous les sens aussi, hein. Le Conseil va avoir volontairement des approches extrêmement restrictives, parce qu'il sait que derrière, en trilogue, le Parlement européen va en faire des tonnes, et du coup il va devoir lui-même lâcher du lest, et donc accepter les trucs du Parlement. Donc chacun a derrière des stratégies différentes, à cause de ce rapport de force, avec le Conseil qui est extrêmement conservateur, le Parlement européen qui est toujours en tant qu'aiguillon politique à demander plus, et la Commission qui essaie
de jouer les entre-deux, et d'allier la chèvre et le chou, tout en poursuivant un objectif politique et technique derrière. Donc, même si le Parlement, même s'il y a une disproportion du rapport de force, le Parlement a quand même des cartes à jouer. C'est de la diplomatie, quoi. C'est de la négociation. C'est la négociation. La diplomatie est une forme de négociation, mais c'est de la négociation, très clairement. En fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est quand le Parlement européen adopte quelque chose, en fait, c'est pas le Parlement européen qui adopte la loi, sauf quand ça reste être trilogue, mais en fait, le Parlement européen adopte une position de négociation. Quand il va adopter sa position de négociation, et derrière, il va négocier avec le Conseil. Donc c'est toujours, sa position de négociation est toujours un peu extra, parce qu'il se garde des marges de négociation pour le Conseil derrière. Voilà. Qu'est-ce que j'avais, moi ? J'ai été surpris quand il dit oui, quand on a parlé de lobbying, quand il a dit oui, voilà, le lobbying, y a pas... C'est normal qu'ils viennent pour défendre certains trucs. Enfin, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils parlent de lobby d'une manière positive. C'est-à-dire, il n'a pas fait l'opposition lobby ONG, comme c'est souvent le cas, notamment chez les Verts. Lui, il a dit, bah voilà, moi quand je reçois le lobby, je sais pas, le lobby des abeilles, bah voilà, il me parle de tel truc, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'un député qui appartient au groupe des Verts, formellement, ne joue pas sur la distinction lobby contre ONG, et donc le lobby est mauvais et l'ONG est forcément bien, et vice versa. Je trouvais ça intéressant. Et il disait un truc qui est très vrai aussi, il dit voilà, les lobbies les plus puissants, ce sont les États membres. Et il disait voilà, l'industrie automobile, c'est l'Allemagne, l'industrie nucléaire, c'est la France, etc. Et c'est vrai, il y a une part de vrai là-dedans, dans le sens où, d'une part, les États membres sont une forme de lobby. Hein, ils agissent en tant que lobby pour défendre leurs propres intérêts, c'est-à-dire que voilà, t'as les députés français, la France va venir les lobbyer sur les dossiers législatifs, c'est-à-dire la France va venir, voilà, vous bossez sur tel dossier, voilà ce que les autorités françaises, voilà la position des autorités françaises sur ce dossier-là, et donc ils vont dire aux députés, voilà, nous on pense que le texte devrait évoluer de telle manière, etc., etc. Et donc il y a un dialogue qui s'engage entre les députés et les États membres, et leurs États membres particulièrement, avec chaque État qui va pousser un peu ces trucs. Donc les États, même en dehors du Conseil, jouent un rôle de lobby pour essayer d'influencer ce qui se passe au Parlement européen, etc. Et les positions exprimées par les États sont aussi le reflet du lobbying dont ils font l'objet. C'est-à-dire que quand la France prend une position, tout comme les députés européens sont lobbyés, tout comme la Commission européenne est lobbyée, la France aura été lobbyée par EDF, par je ne sais quelle ONG, etc., etc. Donc, effectivement, si vous avez des industries nationales extrêmement puissantes dans le pays, elles vont avoir un fort poids potentiel sur la position, la position d'État. Donc, effectivement, l'industrie automobile allemande va avoir une forte influence sur la position de l'Allemagne, parce que l'Allemagne cherche à défendre son industrie, l'industrie allemande, parce que c'est son intérêt national, à cause des emplois, etc., etc. La France va défendre l'industrie nucléaire, parce que voilà, elle a 70% de son mix énergétique qui est issu nucléaire, etc., etc. Donc, effectivement, le lobbying a lieu aussi dans les États membres, par les États membres, et c'est les États membres aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement vrai ce qu'il dit. Et aussi, toujours cette question de lobbying, il disait ouais, le problème, c'est pas tellement le fait que des lobbies viennent voir les députés européens. Le vrai problème, c'est le pantouflage. Alors, le pantouflage, c'est l'expression qui désigne le fait pour un fonctionnaire, du moins un décideur public, de passer dans le privé. C'est-à-dire, vous êtes fonctionnaire, vous quittez votre job dans l'administration pour aller travailler dans une entreprise privée. Ça s'appelle du pantouflage. C'est ça qu'on appelle le pantouflage. C'est passage du public vers le privé. Particulièrement quand on est dans des positions d'influence, etc., etc. Et donc, il prenait l'exemple, effectivement, de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, qui avait pris, quelques mois après être... non, je crois qu'il avait attendu 12 mois, une chose comme ça, enfin, qui avait, après son poste à la commission, de président de la Commission européenne, était allé bosser
chez Goldman Sachs. Donc, c'est une banque ou c'est un fonds d'investissement, Goldman Sachs? Je me souviens jamais. Goldman Sachs. Ok, c'est une banque d'investissement, entre les deux. C'est une banque d'investissement qui avait été au cœur de la crise de la crise de 2008, qui avait été impliquée dans la crise grecque, etc., etc. Donc c'était pas une entreprise qui avait particulièrement une bonne réputation dans l'Union européenne, et le fait qu'il soit allé, après son poste de président de la Commission européenne, bosser pour Goldman Sachs avait fait grincer quelques dents, et ça avait mené notamment à un renforcement des règles en matière de pantouflage, c'est-à-dire maintenant les commissaires européens, et a fortiori le président de la Commission européenne, n'ont pas le droit d'aller faire un travail après qui implique de faire du lobbying auprès de leurs collègues pendant 24 mois. Donc pendant 2 ans, ils n'ont pas le droit d'aller faire du lobbying auprès de la Commission européenne, d'aller travailler dans un lobby, parce que ça en gros, on considère que ils pourraient abuser de leur carnet d'adresse, de leur aura d'anciens commissaires, pour avoir accès à des gens, pour avoir de l'influence qui serait indue. Et donc ça, c'est cette question du pantouflage qui est régulée au niveau de la Commission européenne, un peu moins au niveau du Parlement européen. Ils sont en train d'essayer de faire bouger ça un peu la suite au Qatargate, mais ça reste quand même un peu timide. Maintenant, ce que le Parlement a décidé de faire pour le moment, c'est de mettre une interdiction du pantouflage pendant 6 mois. Pendant 6 mois, un ancien député européen n'aurait pas le droit d'aller faire du lobbying vis-à-vis de ses pairs, alors qu'un commissaire européen, c'est 2 ans. Bon. Après, tu peux poser la question, est-ce qu'un député européen est aussi puissant, a un carnet d'adresse aussi développé qu'un commissaire européen? Bon, effectivement, tu peux te poser la question, mais effectivement, il y a une différence assez certaine de traitement entre la Commission européenne et les parlements de ce point de vue-là, et ça participe un peu à ce côté du Parlement européen, cette dimension du Parlement européen qui est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Qui, encore une fois, est très vrai. Hein. Les députés adorent donner des leçons aux autres, mais quand il s'agit de les appliquer à eux-mêmes, tout de suite, ils deviennent un peu timides, ou ils ont des très bonnes excuses pour ne pas le faire. Ça, malheureusement, c'est extrêmement vrai. Et voilà ce que j'avais à peu près sur mes petits bouts de papier. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés ou que vous voulez que je discute? C'est le moment. C'est le moment, parce que surtout après je pars en vacances, donc après vous me voyez plus pendant 15 jours après. Hein, donc si vous avez besoin de poser des questions, videz votre sac. Là c'est la session questions-réponses pour les 15 prochains jours, donc balancez tout. Vous avez une question, vous avez un truc, balancez maintenant, sinon moi pendant 15 jours je me casse et je fais pas de stream. Ça je vous le garantis, je ne stream pas, je serai très très loin, donc je ne pourrai pas satisfaire votre besoin de réponse à une question sur la politique européenne ou autre. Malheureusement, je serais trop loin de tout ça. Autrement, écoutez, moi ça me va très bien, ça veut dire que je peux finir plus tôt. Je peux vous parler un peu de ce qu'on va faire ensuite. Pardon, je me bats avec mon propre micro. Donc ouais, en attendant, s'il y a des éventuelles questions, je raconte la suite. Donc oui, comme je viens de vous le dire, dernier stream de la semaine, je pars en vacances. Oui, je sais, c'est un gros mot, je m'en vais. Au revoir, comme dirait un ancien président français. Je pars en vacances pendant 15 jours, donc pas de stream la semaine prochaine, pas de stream la semaine suivante. Je reviens... Je regarde mon calendrier que je connais absolument par cœur. Normalement, je reviens en stream, j'entends, d'une certaine manière. Je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est encore fluide, comme on dit. Mais normalement, je suis de retour en stream pour sûr la semaine du 10 avril. Donc après Pâques. Je reviens, on fera des interviews, on fera d'autres trucs qui vont être cool. Donc soyez sûrs d'être là. La semaine du 10 avril, on va faire des trucs classe, ça va être bien. J'ai envie que là je prépare des trucs, j'ai envie que ça se passe bien, que ça s'organise. Et on va faire des trucs super stylés. Enfin, j'espère que vous avez trouvé ça stylé. Moi, je trouve ça stylé, ce que je fais. Mais moi, après, je vous laisse libre de votre opinion sur si ce que je vous propose est stylé ou pas. C'est inadmissible, ces gens qui bossent pas tout le temps. Inadmissible. Inadmissible.
Encore que je suis content d'avoir posé mes vacances maintenant parce que j'avoue que là, je commençais sérieusement à fatiguer. Là, cette semaine, j'ai un peu douillé là. J'ai un peu douillé, sérieusement. Je sens un peu l'épuisement poindre. Donc le fait de pouvoir prendre 2 semaines de break, du boulot et du stream, ça va me faire du bien. On va recharger les batteries, on va repartir sur des bonnes bases, comme on dit, pour aller jusqu'à l'été. Donc voilà. Voilà ce que je vais vous dire pour aujourd'hui, pour ce soir. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, follow la chaîne. Si vous avez un sub, si vous avez un prime qui traîne, vous pouvez y aller. Vous pouvez même lâcher une pièce à votre streamer. Kofi est là pour ça. Dans tous les cas, soyez sûr de me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, Twitter, etc. Discord. Faut aller cliquer sur le petit lien qui est là et me suivre. Parce que je vais continuer quand même à faire mes mèmes, etc. Donc, si vous voulez quand même avoir votre fixe de mes assistants, allez sur Twitter. Vous me trouverez là malgré mes vacances. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, des bonnes vacances à moi-même. Et je vous retrouve tous frais, reposés et prêts pour de nouvelles aventures dans 15 jours, donc la semaine du 10 avril. Je vous raconterai tout ce qu'il faut en temps voulu. Donc bien sûr, suivez sur Twitter, suivez sur Discord, c'est là où vous aurez toutes les infos. Et sur ce, bah écoutez, très bonne soirée à tous et à fort bientôt. Ciao!